Bien, bonjour à toutes et à tous. Normalement, nous devrions être une soixantaine d'inscrits aujourd'hui pour ce troisième volet autour de nos sujets d'éthique et de crise sanitaire, et ce sujet autour de l'autonomie et la fin de vie. Une précision, mais certains d'entre vous ayant participé aux deux autres webinaires la connaissent. Vos micros et caméras sont coupés, dans la mesure où effectivement ce n'est pas un webinaire d'échange, j'y reviendrai tout de suite. Ces micros et caméras seront ouverts en fin de séance par Stéphanie Rabot, chargée de mission à la Mutualité française Pays de la Loire, mais je vous invite à utiliser l'onglet Converser et donc le chat pour réagir, poser des questions et nous en ferons une synthèse à la fin. Dernière précision, cette vidéo, comme les deux autres, est enregistrée de telle manière à être postée sur le site de la Mutualité française des Pays de la Loire, où il pourra être à nouveau consulté, et je vous le répète, comme les deux autres. Nous avons choisi de faire des séquences vidéo courtes que nous appelons des conversations avec des experts, et afin de délivrer des éléments de connaissance. Et c'est pour ça que on a cette attitude un peu drastique de ne pas échanger directement avec tout le monde sur le temps très court qui animera ce débat sur ce troisième volet, troisième volet, autonomie et fin de vie, avec deux regards venant de domaines d'expertise différents. Donc, le premier regard, c'est celui que vous voyez sur votre écran normalement, à savoir le professeur Régis Aubry, que je salue et que je remercie vivement d'avoir accepté, presque avec enthousiasme, dirais-je, notre invitation dans la journée qui a suivi. Monsieur Aubry, docteur en médecine, médecin généraliste de 1986 à 1997. En 1997, praticien hospitalier au CHU de Besançon comme chef de service du département douleurs et soins palliatifs, avec également une activité de chercheur associé. Président de l'Observatoire national de la fin de vie de 2010 à 2015, directeur de l'espace de réflexion éthique interrégional Bourgogne-Franche-Comté, membre du comité consultatif national d'éthique et de l'Agence nationale de biomédecine. Avec une telle carte de visite, je crois que nous avons trouvé là un bon interlocuteur pour notre webinaire d'aujourd'hui. À signaler d'ailleurs que vous êtes président de l'espace éthique régional, espace éthique avec lequel la Mutualité française Pays de la Loire travaille d'une façon partenariale. Ah, voilà Eric qui se présente. Je vais me permettre, Eric. Quelques soucis de connexion. C'est bon? Oui, excuse-moi Jean-Michel, j'ai eu quelques soucis de connexion. Bon, c'est bon. Bon, alors Eric, j'en profite pour te présenter. Monsieur Eric Chenu, qui se présente sur différents lieux comme citoyen engagé. J'ai beaucoup aimé l'expression. Ce qui ne veut pas dire, monsieur Aubry, que je ne vous considère pas comme un citoyen engagé. Certainement pas. Titulaire d'un DEA de droit, militant de la protection sociale, vice-président délégué du groupe MGEN, président fondateur de la mutuelle des étudiants LMDE jusqu'en juin 2001, administrateur de la mutualité française, ayant en charge l'animation de l'espace éthique fédéral, président de la DOSEN, c'est-à-dire l'association de prévention santé de la MGEN, administrateur et membre du bureau du groupe Vive, entre autres. Voilà. Donc voilà nos deux interlocuteurs, avec deux regards donc un petit peu différents. Et ma première question, abordons tout de suite le sujet de la discussion. Quand on parle de fin de vie, de quoi parle-t-on? C'est-à-dire, est-ce que c'est un concept autour de l'accompagnement des personnes? Est-ce que c'est un acte médical pour abréger les souffrances de personnes en situation de grande maladie?
Est-ce que c'est des dispositions législatives et réglementaires, depuis la loi de 2005, loi relativement proche? J'interrogerai volontiers en premier le praticien hospitalier. Pour lui, c'est quoi la fin de vie? Monsieur Aubry. Oui, merci de votre invitation. Pour répondre à votre question, je pense que, comme son nom l'indique, la fin de la vie, c'est une partie de la vie. C'est un temps, surtout, dans lequel on va essayer, où les personnes vont essayer de mettre du sens. Mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que quand on parle de fin de vie, souvent on pense mort ou proximité de la mort. Alors, il ne faut pas l'exclure. Nous sommes tous amenés à mourir, que je sache. Mais je voudrais attirer votre attention sur ce que je pourrais appeler des nouvelles figures de la fin de la vie qui sont engendrées et générées par les avancées de la médecine, en particulier les améliorations en santé, et qui font qu'on débat, que c'est un sujet de débat, la fin de la vie. Et peut-être d'ailleurs à la faveur de la Covid, on pourra en discuter. J'illustre ça rapidement, si vous voulez, par deux, trois exemples. Quand on parle de fin de vie aujourd'hui, il faut qu'on pense que on a des personnes qui, par exemple, atteignent d'une maladie qui est le cancer, peuvent en guérir. Les effets des progrès de la médecine, c'est que plus de la moitié des cancers guérissent aujourd'hui, ce qui est une véritable révolution par rapport à il y a 20 ou 30 ans. Mais il y a quelque chose d'impensé qui s'est produit avec les évolutions de la médecine, c'est qu'on pouvait vivre avec des maladies très évoluées. On est en capacité de vivre aujourd'hui avec des maladies cancéreuses, par exemple, extrêmement évoluées, qui posent la question de la qualité de vie et du sens de la vie. Je pourrais prendre un autre exemple qui est celui du vieillissement, tout simplement. Nous sommes, du fait des progrès, de plus en plus nombreux à pouvoir vivre de plus en plus longtemps en bonne santé. Bon, je mets ça de côté si vous voulez bien, parce que tout ce qui va bien n'est peut-être pas ce qui pose question, mais il ne faut pas l'oublier que c'est une figure du progrès. Mais aujourd'hui, du fait de ces avancées techniques et scientifiques de la médecine, on est confronté à des nouvelles formes de fin de vie, des gens qui sont polymalades, des personnes âgées qui ont plusieurs pathologies synchrones pour lesquelles il y a une véritable complexité dans la prise en soin. Il y a un risque de polymédication et de iatrogénèse. Et puis, il y a surtout, là encore, des questions qui se posent sur la fin de cette vie qui peut être altérée dans sa qualité, etc. Juste un mot pour dire que le corollaire aussi de tout cela, c'est l'augmentation inédite des personnes qui présentent des troubles cognitifs très sévères et qui là posent, à mon avis, à la fin de la vie, des questions fondamentales. Merci. Voilà. On va y revenir, bien sûr, sur tous ces points. Éric, le citoyen engagé, il a quoi comme définition de la fin de vie? La fin de vie, c'est évidemment tout ce que vient de dire Monsieur Aubry. C'est en fait ces derniers jours, ces dernières semaines pour certaines personnes qui, soit parce que du fait de l'âge, hein, d'un extrême vieillissement, soit du fait de pathologies, vont être en perspective de terminer leur vie. Et donc, ça recoupe le besoin de les accompagner, certes au plan médical, de leur apporter les soins pour que ces personnes ne souffrent pas. Donc, c'est tous les soins d'accompagnement, les soins palliatifs notamment. Et puis, c'est l'ultime, c'est-à-dire c'est vraiment l'accompagnement jusqu'au bout, en pleine humanité. C'est tout ça, la fin de vie. Et la fin de vie, alors la difficulté, c'est que c'est toujours quelque chose d'appréhendé négativement, puisqu'on parle de fin, on parle de mort. Mais l'idée, pour nous, c'est que ce moment de vie-là soit un moment de vie le plus digne possible et qui puisse être qualitatif, au sens, que la personne ne souffre pas, ou en tout cas le moins possible, qu'elle puisse être en lien avec ses proches, pouvoir être accompagnée, c'est quelque chose d'éminemment important pour elle, et c'est éminemment important également pour celles et ceux qui restent après. Et une des difficultés qu'on a pu voir au travers de la crise sanitaire et notamment la période du premier confinement, avec notamment l'interdiction pour les familles de pouvoir accompagner leurs proches en EHPAD ou à l'hôpital quand les personnes notamment étaient atteintes de Covid à l'hôpital, mais
en EHPAD, quelles que soient les situations, ça a été une violence institutionnelle innommable. Et ça doit être quelque chose qui doit nous faire réfléchir. On doit, dans notre société, être en capacité de pouvoir parler de ces derniers jours, de ces dernières heures, de ces dernières semaines, et de pouvoir les vivre. La fin de vie, ça fait partie de la vie, ça fait pleinement partie de la vie. La mort fait partie de la vie. Et il n'y a pas besoin de surmédicaliser cette partie-là. Alors, on va y revenir dans le cours de la discussion. Je voudrais faire un tout petit détour autour de la sémantique, autour du vocabulaire. Quand on parle de fin de vie, on parle parfois de sédation, sédation profonde. On parle, dans certains pays, comme la Belgique, d'euthanasie active ou passive. On parle, comme en Suisse, de suicide assisté. On parle également, Eric vient de le prononcer, de soins palliatifs. Très vite, la polémique pointe son nez lorsqu'il est question effectivement de ces dispositifs, de ces approches. Et on l'a vu, cette polémique, à travers l'utilisation de médicaments qui ont suscité le Rivotril et puis l'autre dont j'arriverai jamais à me rappeler le nom, je crois, mais voilà, qui ont suscité des réactions très vives, très fortes. Pour vous, c'est quoi la fin de vie parmi ces dispositifs? Pourquoi le législateur légifère d'une façon différente d'un pays à un autre? Pourquoi il n'y a pas un accord sur ces différents points? C'est pour éviter la polémique ou c'est parce que ça correspond à quelque chose sur le plan sociétal? Peut-être. Allez-y. Ouais. Ben, ce qu'on peut dire déjà dans notre pays, le suicide assisté, l'euthanasie, active ou passive, ne sont pas possibles. La seule possibilité ouverte par la loi Claes-Leonetti, qui est le dernier cadre législatif applicable, la loi de 2016, qui a succédé aux lois Leonetti de 2005 et 2008, c'est la sédation définitive et prolongée. C'est-à-dire que pour des personnes où plus aucun traitement ne peut leur permettre de guérir ou d'avoir une amélioration, c'est la possibilité, si les directives anticipées le permettent, si la famille en est d'accord, de pouvoir les plonger dans un sommeil définitif. D'une certaine façon, moi je trouve que c'est une hypocrisie. C'est une hypocrisie parce que on sait qu'une partie des produits qui vont être utilisés dans cette sédation et la manière d'entamer cette dynamique aboutit de toute façon à la mort. Et donc, c'est juste que le législateur français n'a pas été capable de pouvoir traiter de ce sujet. Et c'est quelque chose qui est assez surprenant puisque d'autres pays l'ont fait déjà depuis longtemps. On n'a pas vu de dérive. On n'a pas vu de dérive en Belgique, on n'a pas vu de dérive en Suisse. En Belgique, le nombre d'euthanasie par rapport au nombre de décès annuels reste relativement stable et il n'y a pas de catastrophe sociale, sociétale, déontologique, etc. Et dès qu'il y a quelque chose, de toute façon, les autorités agissent. Et il y a assez peu de procédures en cours en Belgique. Donc, il n'y a pas de peur a priori à avoir. On a un sujet dans notre pays, c'est qu'on n'est pas capable de traiter des grands sujets sociétaux sans se diviser, sans aboutir à des crispations sociales. En témoignent les débats sur l'IVG, en témoignent les débats sur le mariage pour tous ou la PMA, alors que dans d'autres pays, les forces politiques arrivent en débat. Il y a des oppositions, bien sûr, qui s'expriment, c'est normal, c'est la démocratie. Mais la société ne se fracture pas. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui doit quand même énormément nous interroger, qui plus est, puisque l'opinion publique est plutôt majoritairement favorable au fait qu'on permette davantage de liberté aux gens
pour qu'ils puissent déterminer ce qu'ils souhaiteront pour leur fin de vie. Ce qui ne veut pas forcément dire qu'ils l'utiliseront, mais en tout cas, ils veulent avoir la sérénité de pouvoir avoir le choix. D'accord. Monsieur Aubry, sur ces questions de différence entre les pays et donc de législation, votre regard est toujours pareil. Hein, je m'adresse encore une fois aux praticiens. Écoutez, moi je suis très surpris que dans notre société, on accorde une telle importance au droit autour d'une question comme celle-ci. Et je vais prendre un autre chemin que celui d'Éric Chenu pour vous répondre. Et c'est le médecin qui parle, puisque vous interrogez le médecin. Le médecin que je suis est surpris de la façon dont notre société a médicalisé la fin de la vie. Je suis très surpris de voir combien, non seulement la fin de la vie, mais la vieillesse maintenant, sont devenus des sujets médicaux. Je me demande dans quelle mesure le débat ne devrait pas d'abord et avant tout porter sur qu'est-ce que vieillir veut dire, qu'est-ce que finir sa vie signifie. Parce qu'effectivement, sans quoi on est dans l'affrontement, c'est ce que disait Monsieur Chenu, ce qu'on ne peut que déplorer lorsque l'on est un citoyen engagé, pour reprendre ce que la présentation que vous faisiez tout à l'heure. Personnellement, je pense qu'il faut que nous réfléchissions aux limites de la médicalisation. Je constate du point de vue qui est le mien, observatoire, recherche, etc., que la médecine, dont je ne vais pas nier les progrès, mais est capable aussi de générer aujourd'hui des situations de souffrance indignes, de survie insensée. Et je pense qu'un des enjeux majeurs du progrès dans notre société, c'est de penser la place et la limite de la médecine. Et peut-être une difficulté majeure que le médecin a aujourd'hui, c'est peut-être finalement de décider de ne pas faire ou de ne pas engager quelque chose alors qu'il sait faire. Je ne sais pas si mon propos est clair, et probablement c'est l'acte médical qui est devenu le plus difficile. Et pour corriger un peu ce que disait Éric Chenu tout à l'heure, ou en tout cas compléter ce que disait Éric Chenu tout à l'heure, je pense que la particularité du droit français, pour revenir au droit, c'est pas d'être contre quelque chose, c'est d'interdire l'acharnement thérapeutique. Je vous le rappelle parce que c'est quand même une précision, à mon avis, importante. Si on l'escamote, eh bien, c'est comme si on enlevait une bonne partie du contenu de ce droit. Le droit français interdit l'acharnement thérapeutique. Et donc, c'est un appel à une approche éthique dans le domaine de la santé qui devrait beaucoup plus concerner les uns et les autres. Après, pour vous répondre sur comment se fait-il qu'il y a des différences du droit en Europe, par exemple, ou au plan international, moi, je n'en suis pas outre mesure surpris. Je trouve qu'il y a le droit est le fruit aussi de cultures et d'histoires différentes. Et donc, ça n'est pas étonnant qu'il y ait des droits différents. Et puis, j'espère que le droit n'est pas figé et qu'il est au contraire évolutif. Personnellement, ça n'est pas la loi qui m'intéresse, c'est l'usage, ou plus exactement le risque de mésusage que l'on peut en faire. Donc, je n'ai pas de position partisane sur ces questions-là. Je sais, par exemple, pour avoir travaillé au titre du Comité consultatif national d'éthique, qu'avant de peut-être engager un changement du droit sur ces questions-là, il serait bon aussi de s'assurer que les politiques de développement des soins palliatifs, mais en l'occurrence, je pense en vous parlant que les politiques d'accompagnement du vieillissement soient réellement des politiques respectueuses des personnes. J'attire votre attention sur un fait que nous avons pointé dans un avis récent du Comité consultatif national d'éthique. Il est relatif au suicide des personnes âgées. Suicide des personnes âgées qui place la France en tête des pays européens pour le suicide des personnes âgées. Et pourquoi, quand on va regarder l'Observatoire national des suicides, les personnes âgées se suicident-elles? C'est parce qu'elles ne trouvent plus de sens à leur existence dans une société où on les contraint souvent d'ailleurs à être institutionnalisés à un certain moment de leur existence, contre leur avis, et où finalement la vieillesse apparaît plus un problème que comme peut-être une chance et une richesse. Donc, vous voyez qu'il y a peut-être, à mon avis, avant de, par exemple, dépénaliser l'assistance au suicide, qui peut être une vraie question, me semble-t-il, dans notre société, il y a lieu de s'intéresser aux raisons qui font qu'aujourd'hui, notre société apparaît comme irrespectueuse des personnes âgées ou des personnes en situation de famille. Alors, là où on en est... Si je peux rebondir. Oh, Éric, si tu veux, vas-y. Oui. C'est une conversation, vas-y. Oui, moi, je suis totalement en phase avec ce que vient de dire M. Aubry sur le rapport de notre société au vieillissement. On a eu la chance, avec la Mutualité française, de faire un voyage d'études l'année dernière au Japon.
Et c'était extrêmement intéressant de voir comment les pouvoirs publics japonais appréhendent la question du vieillissement, qui est complètement intégrée aux politiques de la ville, aux politiques de déplacement. Ils sont en train, au Japon, de lancer un plan pour faire en sorte que l'espérance de vie sans incapacité des Japonais passe de 70 ans, où elle est en moyenne aujourd'hui, à 75 ans. Et du coup, ils développent énormément de choses. Chez nous, on en est très très loin. Alors déjà, on a une espérance de vie sans incapacité qui est bien plus basse. Hein. On est à 63 ans et demi à peu près. Mais surtout, c'est vrai que notre organisation sociale laisse peu de place aux personnes âgées. Le fait, je vais prendre des exemples tout bêtes, mais de retirer les bancs dans les rues parce que les politiques des villes ont préféré les enlever parce qu'il y avait des jeunes qui souhaitaient, parce qu'il y avait des sans-domicile fixe, etc. Eh bien, ça empêche les personnes âgées de pouvoir sortir de chez elles, se promener, faire des pauses. Et si on ne réfléchit pas l'aménagement de nos villes pour permettre cet accompagnement du vieillissement, on n'y arrivera pas. On vit en moyenne 700 000 heures aujourd'hui. Soit, c'est quelque chose... Enfin, M. Aubry disait tout à l'heure, les gains de la médecine, de notre qualité de vie aussi, tout ça ont permis de gagner 200 000 heures d'espérance de vie depuis l'après-guerre. Donc c'est quelque chose de considérable. Mais si on ne réfléchit pas collectivement à qu'est-ce que c'est que ce temps de vie en plus, comment on l'organise, comment la société l'accompagne, ça ne peut pas fonctionner. Et on ne peut pas renvoyer l'ensemble de ces questions au seul médecin. Ce sont des questions éminemment politiques, de choix de société, de choix de civilisation. Et aujourd'hui, parce qu'on est dans une société de l'hyper-compétition, finalement, on ne prend pas suffisamment d'attention, on ne donne pas suffisamment d'attention à celles et ceux qui sont un petit peu plus fragiles, liés à l'âge, liés à un handicap, à une situation de dépendance. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et donc, comme vous le suggérez, la question ne se limite d'ailleurs pas à la question des personnes âgées. Hein. C'est la question de la place des personnes vulnérables ou vulnérabilisées, et souvent vulnérabilisées du fait de la médecine, hein, dans notre société. Parce que je pense que catégoriser ou enfermer dans la question de l'âge est un risque aussi. Notre société est en capacité d'accompagner les vulnérabilités qu'elle contribue parfois à générer d'ailleurs. Et pour moi, c'est un choix fondamental, politique, mais essentiel dans une démocratie. Quels moyens nous donnons-nous en termes de solidarité, mais aussi en termes de moyens pour accompagner des situations. C'est à ça que sert la notion même de société, me semble-t-il, hein, pour revenir sur le fondement de tout cela. Et c'est pour ça que le droit, qui m'apparaît essentiel dans les sociétés pour les contenir, entre guillemets, mais n'est peut-être pas la priorité. Je trouve que en voulant changer les lois, on escamote parfois la réflexion qu'il faut avoir en amont. Je ne sais pas si mon propos est clair. Et fondamentalement, je pense que c'est le politique qu'il faut convoquer, mais au sens noble du politique et pas au sens politicien du mot. Merci. Alors, je voudrais revenir, si vous permettez là, parce que je ne veux pas perdre le fil de ce webinaire, parce que là, nous sommes partis sur des considérations tout à fait pertinente et importante dans le cadre de la discussion, mais vous m'excuserez de jouer un peu le père Fouettard en revenant un peu. J'ai compris quelque chose, me semble-t-il. La fin de vie n'est pas un acte médical, c'est un acte citoyen. Pour ça, là aussi, le législateur a prévu un certain nombre de dispositifs, comme par exemple les directives anticipées. Est-ce que ces directives anticipées sont réelles, sont appliquées, elles sont applicables? Est-ce qu'elles répondent à ce souci que vous avez soulevé l'un comme l'autre de ne pas faire un simple acte médical de la fin de vie, mais de faire quelque chose qui soit partagé par le citoyen lui-même et puis plus tard par le fait d'essayer d'avoir par rapport à la personne, comme l'expression le dit, un consentement libre et éclairé. Est-ce que véritablement ça rentre dans les pratiques aujourd'hui
et ça permet un autre regard sur la fin de vie. Ouais. Je commence, Eric. Hein, Oui, allez-y. Là encore, si vous voulez, on a inscrit dans la loi, alors je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que les directives anticipées sont inscrites dans la loi depuis 2005, si je ne m'abuse, oui, depuis 2005. Oui. On a inscrit dans la loi quelque chose qui témoigne d'une très bonne intention du législateur. L'intention, c'est de se dire, il ne faudrait pas qu'on décide de ce qui est bon pour autrui à la fin de son existence. Et quand la personne n'est pas en capacité d'exprimer son avis, il faudrait qu'on puisse s'appuyer sur ce que l'on appelle des directives anticipées pour pouvoir respecter, en quelque sorte, ses choix, ses orientations, etc. Néanmoins, l'usage que l'on fait de ce qui est un outil, pour moi, est inadapté. En fait, il faudrait quand même pas croire que c'est simple de penser à sa propre mort. Enfin, c'est même très compliqué. Et particulièrement lorsqu'on est atteint d'une maladie grave, potentiellement létale, on a besoin, il n'est pas facile d'écrire des directives anticipées. Ça n'est pas donné à tous, c'est même donné à très peu. Et pour moi, la conception que j'ai des directives anticipées, c'est que c'est un outil qui devrait aider au cheminement, au dialogue entre des acteurs sur qu'est-ce qu'il va advenir de cette maladie, par exemple, qu'est-ce qu'il peut advenir des traitements qui peuvent être utilisés, qu'est-ce qu'il est souhaitable. Mais vous voyez, c'est un outil qui doit être un outil du dialogue qui peut aboutir à une directive écrite qu'on appelle une directive anticipée et qui a une vraie valeur, hein, puisque je vous rappelle que la loi confère aux directives anticipées une vertu contraignante, c'est-à-dire qu'elles obligent, quand elles sont écrites, ces directives anticipées, elles obligent le médecin à les respecter, sauf s'il apparaît qu'elles sont inadaptées à la question qui se pose, etc. Mais encore une fois, ça n'est pas le principe ou le concept qui me disconvient, c'est le mésusage ou l'absence d'usage que l'on a. Pour moi, ça renvoie à quelque chose qui est une carence dans notre système de santé. Je parle de système de santé, mais même dans notre société. C'est quelle valeur accordons-nous au temps de l'accompagnement des personnes? Comment peut-on valoriser ce temps qui consiste à amener quelqu'un à parler, penser, anticiper, être accompagné? C'est un temps difficile que de parler de la mort d'autrui. D'abord, ça renvoie à sa propre finitude à soi, et c'est un temps qui nécessite du temps, du cheminement, de l'élaboration, etc. Si on veut vraiment valoriser, et je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut valoriser l'autonomie, mais dans un sens très large de la personne pour qu'on soit le plus longtemps possible, y compris lorsque la personne ne peut plus donner son avis, dans le respect de la volonté de cette personne, eh bien, il faut s'en donner les moyens et valoriser ces temps. Eric ? Oui, moi, je rejoins le docteur Aubry sur les directives anticipées. Hein. Pour m'être essayé à l'exercice, c'est particulièrement difficile. Même quand on travaille beaucoup sur les questions éthiques, c'est une démarche très compliquée. Et sans être accompagné, il est quand même difficile d'attendre que l'essentiel de la population puisse les rédiger. Donc, si on pense que c'est une voie utile, et nous, pour la Mutualité française, nous le pensons, ça suppose qu'il y ait une forme de médiation, d'accompagnement pour aider les gens dans une forme un peu de maïeutique, hein, à accoucher de ces directives anticipées. Qui plus est, les directives anticipées, on peut les appréhender d'une certaine façon à un certain âge, et parce qu'on avance en âge, parce qu'on vit avec la maladie. Ce que disait le docteur Aubry tout à l'heure, aujourd'hui, on est avec des gens qui peuvent vivre pendant plusieurs années, plusieurs dizaines d'années avec des pathologies chroniques. Et le regard qu'on peut avoir peut évoluer aussi. Et donc, il faut aussi aider les gens à cheminer par rapport à tout ça. Mais une des questions que nous, on a pointées au niveau de la Mutualité française, c'est quel que soit... Nous, on plaide pour que les gens aient davantage de liberté de choix. Mais il faut que le choix soit réel. Or, aujourd'hui, par exemple, sur la question des soins palliatifs, le choix n'est pas réel, puisque comment dire, il n'y a pas assez de moyens sur l'ensemble du territoire pour pouvoir bien accompagner au domicile comme en institution type EHPAD ou à l'hôpital, l'ensemble des personnes qui en auraient besoin. Donc, si on veut du vrai choix, si on veut que les gens aient la
possibilité de pouvoir disposer de tout le panel, certes, on pense qu'il faut faire bouger les lois, mais il faut aussi que, par rapport aux dispositifs actuels, et notamment au niveau des soins palliatifs, les moyens soient donnés. Et le fait qu'aujourd'hui, on est très en retard par rapport aux orientations du dernier plan sur les soins palliatifs n'est absolument pas rassurant en la matière. Ça met les professionnels de santé en difficulté parce qu'ils se retrouvent quelquefois dans des situations d'impasse très, très complexes à vivre pour eux. Et ça met évidemment les familles et les personnes qui sont concernées dans une situation inacceptable. Donc, on a une vraie question fondamentale à se poser. Et juste sur la question du rapport au droit et à la loi, dont parlait M. Aubry tout à l'heure. Le droit n'est jamais que la traduction d'un fait social. C'est rare que le droit anticipe ce que veut la société. La difficulté dans laquelle on est aujourd'hui, c'est qu'on est dans une situation juridique où les professionnels de santé, les médecins, sont quand même relativement insécurisés. Et moi, je plaide notamment sur une évolution de la loi pour que on leur fasse davantage confiance. Que quand les décisions sont prises en collectif, de médecins, de professionnels de santé, en lien avec la famille, à un moment donné, on puisse donner aussi de la latitude pour que des usages émergent. Et après, on le traduira dans la loi. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans cette situation-là. Et ça, c'est une vraie difficulté pour les praticiens. Ça me fait, oui, oui, tout à fait. Et ça me fait réagir par rapport à ce que tu dis sur effectivement, dans le cas, le serment d'Hippocrate dit: je ne provoquerai jamais la mort délibérément. Voilà, c'est ce que le médecin. Pour autant, quand il est confronté devant la personne, il se pose une question qui est qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Donc, il y a cette espèce de contradiction peut-être entre ce serment qu'il a signé et puis effectivement la réalité de la vie et du terrain. La grande question qui se pose dans le système de santé français, c'est celle de l'autonomie. Donc, pour le médecin, obtenir un consentement libre et éclairé, comment se pose la question pour vous lorsque le patient qu'il a en face de lui n'est pas en mesure d'exprimer sa volonté? S'il n'a pas rempli ses directives anticipées, vous venez d'en parler tous les deux, et avait apporté, comment dirais-je, l'éclairage de la difficulté hein, à se projeter dans cette, dans cette problématique, comment, comment faire? Qui est à même de prendre la décision? Est-ce au corps médical de prendre la décision? Est-ce à l'environnement de la personne de prendre la décision? Quelle est la place de chacun dans cette fin de vie, au moment où effectivement il faut prendre une décision? Il y a une question, Jean-Michel, qu'il faut pointer, c'est que alors, il y a grosso modo entre 11 et 13% de la population qui a rédigé des directives anticipées, mais qu'on ne le sait pas toujours. Et aujourd'hui, une des difficultés pour les équipes, c'est aussi d'accéder à l'information. Et donc, c'est aussi pour ça que nous, on plaide pour qu'il y ait un fichier national où les équipes pourraient simplement se référer et accéder aux directives si elles existent. Ça, c'est déjà une première chose. Pour répondre à ta question, là aussi, c'est une vraie question. Quand la personne n'est plus en capacité d'exprimer parce qu'elle est en situation de démence, parce que ses capacités cognitives ne lui permettent plus de dire ce qu'elle souhaite pour elle-même, eh bien, on se retrouve quelquefois, la famille, les proches doivent pouvoir éclairer les équipes soignantes et médicales quant aux volontés de la personne. Si tout le monde est d'accord, si tout le monde peut traduire ce qu'était la vie, les conceptions philosophiques, personnelles, religieuses, peu importe, de la personne et traduire sa volonté, logiquement, on doit arriver à élaborer ce qu'aurait été son consentement.
Mais la difficulté, c'est quand il y a conflit. Et on l'a vu sur certaines affaires célèbres, tragiquement célèbres, comme l'affaire Vincent Lambert, où on avait deux parties de la famille qui avaient des conceptions différentes, et les unes et les autres, légitimes dans leur expression, de leur sensibilité, de leur appréciation. Et on se retrouve dans un conflit qui, là, du coup, arrive devant les juges, ce qui est la pire des choses, la pire des situations. Et on est très loin de la capacité à faire émerger le consentement d'une personne qui n'est plus en capacité, qui n'est plus en situation de s'exprimer. Et donc, il faut qu'on arrive à faire en sorte que dans notre société, on reparle de la question de la fin de vie, qu'on parle de ces questions-là pour que ça ne soit plus des questions taboues et que notre société, je dirais, un peu s'élève au niveau de maturité pour aborder cette question-là comme on aborde la naissance, comme on aborde la jeunesse, comme on aborde la vie active, la famille, etc. Pour en refaire une question politique au sens essentiel du terme. Voilà, juste de notre capacité à vivre ensemble. Alors je ne dis pas que ça doit devenir la discussion du dimanche avec le poulet frites, mais si on arrive à en parler relativement tranquillement, sereinement, ça aidera les familles à prendre des positions et donc, en lien avec les équipes médicales et soignantes. Il y a une coupure du son, Eric. Quand celles-ci ont à intervenir. Je pense que ce n'est pas faire preuve d'une avancée en civilisation que de tout renvoyer aux médecins. Eh bien, si on renvoyait aux médecins que l'on a sous la main, M. Aubry, par rapport à cette question de la prise de décision dans le cadre du respect de l'autonomie de la personne, vous y êtes confronté, je suppose. Pardon ? Vous y êtes confronté, je suppose. Oui, j'y suis confronté. Je suis assez d'accord avec ce que dit M. Chenu. Juste, je voudrais revenir sur un point antérieur, parce que je n'ai pas eu le temps de réagir là-dessus, lorsque M. Chenu évoquait l'incidence des moyens autour des questions d'accompagnement et de soins palliatifs. Plus, je voudrais préciser, je suis d'accord avec vous, bien entendu, mais plus qu'une question de structure je pense qu'il y a vraiment un déficit pour les soins palliatifs en culture intégrée. Je ne sais pas comment le dire, mais on manque de formation, on manque de recherche. Tout à fait. Il faut absolument, à mon avis, que tout professionnel dans le domaine de la santé soit dans son parcours de formation acculturé à une réflexion éthique, au traitement symptomatique, etc. Et je pense que plus que de vouloir créer des structures de soins palliatifs partout qui deviendraient un peu des ghettos, il vaut mieux que tout professionnel de santé se forme, soit formé, acquiert des compétences. Et puis, de la même manière, je suis très surpris, je dirige un groupement de recherche sur les questions relatives à la fin de vie, de voir combien, en France particulièrement, nous ne faisons pas de recherche sur les questions de fin de vie. Nous sommes capables de débattre, voire de nous étriper sur des questions sur lesquelles nous n'avons aucune production de recherche. C'est assez révélateur, à mon avis, du fait de la dimension un peu de tabou autour de la question de la fin de vie. Hippocrate, que vous mentionniez tout à l'heure, n'était pas né à l'époque de la médecine moderne. Hein, donc, je pense qu'Hippocrate aurait été surpris de voir ce que la médecine a pu générer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de situations insensées. C'est-à-dire que un des enjeux contemporains de la médecine, c'est qu'elle s'interroge elle-même sur ses propres limites. C'est ce que je vous disais en préambule. Et j'ajouterais bien un précepte à celui d'Hippocrate, c'est plutôt que de dire je ne tuerai pas, enfin je donnerai pas la mort, c'est ce que vous évoquez, je dirais je ne fabriquerai pas ou je ne contribuerai pas à fabriquer ou à générer des situations de souffrance insensées. Vous comprenez, c'est quelque chose pour moi de fondamental de tout cela. Par rapport à la question que vous posez sur la question des prises de décision pour autrui, en quelque sorte, parce que la personne n'est plus en capacité d'exprimer son avis. Alors, fondamentalement, je trouve que, d'ailleurs, la loi n'est pas trop mal sur cet aspect-là, mais tout ne se résume pas à la loi. Pour moi, fondamentalement, lorsqu'on doit prendre une décision pour autrui, il y a un principe, c'est qu'il faut éviter la subjectivité singulière.
Il faut donc éviter que ce soit une personne qui décide pour autrui. Il y a forcément un responsable d'une décision, mais toute décision en fin de vie concernant une personne qui ne peut pas exprimer son opinion, parce que du coup, en l'occurrence, quand elle le peut, c'est son opinion qui prévaut, doit faire, toute situation d'une telle sorte doit faire l'objet d'un, ce qu'on pourrait appeler un processus délibératif. Très, enfin, pas limité à la médecine et aux médecins. Pour moi, ça c'est fondamental. Si on parle de personnes en situation de soins palliatifs, il est au minimum nécessaire que les aides-soignantes, les infirmières qui ont une autre vision de la souffrance de la personne viennent argumenter pour élaborer une décision. Il est absolument nécessaire que alors soit la personne de confiance dont on n'a pas parlé, mais une personne qui est désignée par la personne malade pour la représenter en quelque sorte, puisse ou les proches puissent faire état de qui est ou qui était cette personne, quel était son parcours, sa biographie, ses préférences, ses choix, ses convictions, etc. Tout ceci influence plus que la médecine une décision, me semble-t-il. Et pour finir, je partage l'idée que dans certaines situations, quand les déterminants d'une décision ne sont pas tant médicaux que cela, est-ce qu'il faut conférer aux médecins ce pouvoir de décider dans des situations où finalement les déterminants ne sont pas si médicaux que cela? C'est une vraie question, à mon avis, dont il faudrait que nous nous emparions, parce qu'il y a une tradition qui confère aux médecins finalement un drôle de pouvoir. Oui, et donc justement, vous faites une belle transition sur ce que je voulais vous interroger dans le temps qui reste, parce que voilà, l'horloge tourne, et si on veut recueillir 2 ou 3 avis de personnes présentes parmi les participants. Une question délicate autour de la crise sanitaire qui a révélé des éléments de pratique existantes qu'on appelle le tri. C'est pas beau. Même la Conférence nationale de santé s'est préoccupée de la question en rendant un avis sur cette possibilité. Oui, non, est-ce que c'est une possibilité? Comment on peut décider de la priorisation à donner d'un patient par rapport à un autre? Est-ce que ça vous semble logique sur le plan éthique, respectueux sur le plan médical, positif par rapport à la fin de vie d'un certain nombre de patients dont on voudrait abréger les souffrances? Vous avez très peu de temps pour me répondre. Merci. Je vais commencer si vous voulez, mais je vais le faire très vite. Le Comité consultatif national d'éthique vient de sortir un avis, précisément la semaine dernière sur ce sujet, où nous rappelons quand même que la notion même de tri n'est pas éthique. Trier, il y a quelque chose d'une forme d'injustice consubstantielle à la notion même de tri. Et puis le mot tri, je ne vais pas insister, mais m'apparaît très inapproprié dans ces circonstances-là. Mais en l'occurrence, vous parlez de l'épidémie que nous traversons. Eh bien, nous le voyons, et je le vois aujourd'hui dans mon propre environnement hospitalier. Le système de santé est ou s'est laissé submerger littéralement à certains moments au niveau de ses capacités. C'est-à-dire que quand les besoins ne rencontrent plus la possibilité d'une offre, il s'agit bien de faire par nécessité ou par défaut des choix. Et je prends le mot de choix plus que le mot de tri, parce que le mot de choix sous-tend qu'il y a une discussion sur la sélection qu'il faut bien malheureusement faire quand le système de santé est submergé. Je l'ai vécu, je le vis encore aujourd'hui dans notre région qui est particulièrement touchée. Eh bien, ça amène paradoxalement à la nécessité de penser la place, encore une fois, de la médecine. Par exemple, l'accès à la réanimation, mais plus globalement, l'accès au traitement ou à l'hospitalisation est d'une question qui se pose dans certains endroits aujourd'hui même. Eh bien, à mon sens, nous devons avoir des critères qui ne doivent pas être monolithiques. Par exemple, l'âge en lui-même n'est certainement pas suffisant pour décider d'admettre ou de ne pas admettre quelqu'un, par exemple, dans un service de réanimation. Bien sûr que c'est un élément qui va prendre en compte. Et puis, un élément, très rapidement, qui m'apparaît corrélatif à toute action de sélection, de choix ou de tri, pour revenir à ce que vous dites, c'est l'obligation, lorsque l'on n'a pas retenu quelqu'un pour l'admission dans tel ou tel service, c'est l'obligation qui nous est faite
de ne pas l'abandonner. Parce que le corollaire épouvantable du tri serait, à ce moment-là, l'abandon de la personne à elle-même. Eh bien, lorsque quelqu'un, malheureusement dans la question de la Covid, je le vois assez régulièrement, ne peut accéder pour des raisons de contrainte de place à des services de réanimation, il s'agit, à mon avis, puisque, en l'occurrence, eh bien, la personne devient ou passe en soins palliatifs, s'il s'agit de mettre en œuvre tous les moyens d'accompagnement, de traitement de cette personne. Il y a une obligation corrélée à toute sélection, c'est celle que je viens de vous dire. Éric ? Oui, moi je suis assez en phase avec ce que vient de dire M. Aubry. Ce qui me semble important, c'est déjà, cette crise, elle a révélé en creux l'état de fragilité de notre système de santé, de notre système hospitalier, qui s'est retrouvé quand même submergé parce que notre organisation ne permettait pas de prendre en charge 5 000, 10 000 personnes en plus en réanimation. Donc ça doit nous réinterroger beaucoup plus globalement dans la durée sur la manière de nous organiser et ce que nous souhaitons mettre en œuvre pour notre pays. Parce que malheureusement, des crises sanitaires, on risque d'en connaître d'autres. Deuxième chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est que cette crise sanitaire, à la différence des crises précédentes, celle du VIH, celle du sang contaminé, de la vache folle, du Mediator, toutes les crises précédentes ont amené plus de démocratie sanitaire, plus de place pour les associations de patients, pour les patients eux-mêmes. Cette crise, c'est exactement l'inverse. Si on peut l'entendre au moment de la sidération du mois de mars, c'est-à-dire où il fallait réagir dans l'urgence, c'est assez surprenant que depuis le mois de mai, les pouvoirs publics ont aussi peu associé les structures de concertation. Le professeur Delfrécy, qui préside le comité scientifique, demande depuis le mois d'avril la mise en place, à côté du comité scientifique, d'un comité citoyen. Il n'est pas entendu. On va seulement commencer à le mettre en place par rapport à la question de la vaccination. Ce n'est pas normal. Il est essentiel à l'heure où il faut faire des choix. Et des choix, effectivement, il faut les faire. Que ceux-ci soient débattus et qu'à un moment donné, on les fasse de manière transparente. Et je n'ai rien à rajouter à ce qu'a dit M. Aubry sur le fait que quelqu'un qui ne peut bénéficier d'une prise en charge en réanimation doit de toute façon être accompagné. Il n'est pas audible, il n'est pas acceptable dans un pays avec le niveau de développement qui est le nôtre qu'on ait laissé des gens mourir seuls, comme ça a été le cas. Ça, c'est scandaleux. Et il faudra vraiment que les commissions d'enquête parlementaire qui sont en cours, etc., osent porter un regard extrêmement critique, mais pas au sens de condamner celles et ceux qui étaient en responsabilité. C'est pas ça le sujet. C'est pour que ça ne puisse pas se reproduire. Mais la question du choix, je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on l'assume aussi. Parce que du choix, il en est fait tous les jours. Quand il y a des accidents graves, les urgentistes, ils font des choix. Parce qu'il faut qu'ils répondent aux plus urgents et ils font des choix. Sur certains traitements anticancéreux, dont M. Aubry parlait tout à l'heure, qui sont très coûteux, on sait qu'aujourd'hui, il y a des choix qui sont faits. Donc, à un moment donné, c'est aussi la non-transparence qui jette de la suspicion. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il y a besoin de démocratie sanitaire dans notre système de santé pour que ces choix-là puissent être acceptés par la population. Et voilà, tu fais écho à quelque chose qui m'est très cher sur la démocratie en santé. Hein, je ne me suis pas présenté, je pense que beaucoup de gens me connaissent. Je suis le référent éthique de la Mutualité française, puis je suis surtout aussi le vice-président de la conférence régionale santé-autonomie. Dieu sait si nous avons fait partie dans les Pays de la Loire de gens qui ont réagi, protesté, sans grand succès, je le reconnais, avec ce corollaire quand même grave, parce que c'est une réalité aujourd'hui, d'un certain nombre de responsables de CRSA qui sont désabusés, sont démotivés,
ont du mal effectivement à pouvoir assumer la continuité parce qu'ils ont l'impression, est-ce qu'on sert à quelque chose? Et ils ont tendance, pour un certain nombre d'entre eux, à répondre, ben finalement, on a plutôt l'impression qu'on ne sert à rien. Pour les gens présents à ce webinaire, je signale que le prochain webinaire du 12 janvier abordera justement la question de la démocratie en santé et qu'on en fait un sujet à part dans notre truc. Alors, là où on en est, vu l'heure, je vais passer la parole à Stéphanie pour peut-être relayer les remarques nombreuses et variées qui se sont affichées au cours de notre discussion. En effet, beaucoup de remarques, Jean-Michel, beaucoup de remarques sur les directives anticipées. Et une question qui rejoint cette problématique de notre président Christophe Bigot, qui demande, existe-t-il une clause de conscience pour le corps médical par rapport à la fin de vie? Donc, on imagine très bien une directive anticipée qui n'irait pas dans le sens des valeurs du praticien. Donc, une clause de conscience au même titre que ce qui existe concernant l'IVG, par exemple. Pour mémoire, donc, cette clause produit aujourd'hui une incapacité réelle pour des femmes de pouvoir accès à l'IVG. Donc, voilà, qu'est-ce qu'il en est de cette clause? Que doit faire le médecin si, effectivement, ça contrevient à ses propres valeurs? Et aussi, donc, autour des directives anticipées, en fait, beaucoup de questions sur l'accompagnement à l'écriture de ces directives, parce qu'effectivement, chacun a la possibilité donc, de les rédiger, mais comment le faire? Qui doit accompagner pour la rédaction de ces directives? Et une question pour savoir si les infirmières pourraient être ces personnes, parmi d'autres, qui pourraient aider donc, les patients à la rédaction de ces directives. Et ensuite, dans la pratique aujourd'hui, on a eu aussi une question de savoir sont-elles toujours respectées. Donc, ça revient peut-être à la question sur la clause de conscience. Voilà les questions principales, en fait. C'était vraiment sur les directives anticipées. Alors, sur la question de la clause de conscience, je crois que le Conseil national de l'ordre des médecins avait spécifié qu'elle ne pouvait pas s'appliquer dans ces situations de fin de vie, mais sur un plan plus philosophique que déontologique. Il m'apparaît personnellement que lorsqu'on exerce une profession de santé, on doit agir en tant que professionnel et pas en tant que sujet défendant des convictions personnelles. Chaque jour, je suis confronté à des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que celles qui font mon équilibre, n'ont pas les mêmes références philosophiques ou, que sais-je, religieuses que moi. Eh bien, je les soigne. Bien sûr que le médecin, par exemple, doit exercer dans le cadre du droit, c'est une évidence, mais enfin, de là à ne pas être d'accord avec quelqu'un, c'est tous les jours qu'on est en désaccord avec quelqu'un. Un médecin, ça m'est arrivé récemment de rencontrer un médecin qui avait des convictions religieuses très fortes et qui était confronté à quelqu'un, un insuffisant rénal, qui voulait arrêter sa dialyse, son hémodialyse, parce que sa vie n'était plus que souffrance en raison d'une maladie rare qu'il portait. Arrêter la dialyse signifiait qu'il allait mourir. Et ce médecin en face, qui avait des convictions religieuses très fortes, refusait l'arrêt de la dialyse. Ce médecin m'en a parlé. J'ai bien vite senti que ce médecin ne pouvait pas se départir de l'envahissement par ses propres convictions religieuses. Je ne porte pas de jugement en disant cela. La seule chose qui a été décidée, c'est qu'il passe la main à un autre médecin et qu'on fasse valoir le droit de la personne à revendiquer l'arrêt de ce qu'elle estimait déraisonnable, ce qui s'est fait. Entre guillemets. Donc, de mon point de vue, il faut qu'on fasse très attention Le monde a changé dans le domaine de la médecine. On est passé depuis, enfin j'espère qu'il a changé d'ailleurs, hein, on est passé il y a 20 ans, 30 ans d'une médecine qui était très patriarcale, paternaliste, à une médecine où il y a eu une inversion tout de même, me semble-t-il. D'ailleurs, le droit est venu consacrer la nécessité, à la faveur du sida, je me rappelle en 2002,
est consacrée la nécessité de faire valoir le droit de la personne malade. Le principal intéressé par sa santé peut peut-être avoir quelque chose à en dire, me semble-t-il. Et donc, c'est ça, le respect du droit. Et donc, on a inversé un peu les rôles. Ça n'est plus le médecin qui décide pour autrui, c'est le malade qui doit décider par lui-même, mais ce qui oblige le médecin, quand je dis le médecin, le professionnel de santé, à lui donner toute explication pour l'amener à pouvoir avoir un consentement ou un refus éclairé de quelque chose. Donc, le médecin n'a pas à faire valoir un pouvoir ou une instrumentalisation de la pensée d'autrui, me semble-t-il. Ça serait dangereux. Et juste pour terminer sur la deuxième partie des questions que vous posez, qui concernait plus les directives anticipées, si j'ai bien compris, et qui posait la question d'une part puisque nous évoquions, je crois, Éric Chenu et moi-même, la nécessité de concevoir les directives anticipées plutôt comme un dispositif d'aide au cheminement des personnes. La question posée était plutôt celle de qui peut aider au cheminement. Eh bien, tout le monde, de mon point de vue, toute personne qui, à un moment donné, se sent dans la possibilité d'aborder la question de la finitude, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, et puis d'en envisager les modalités, doit s'investir. Et je crois qu'il y a une question qui concernait une infirmière. Est-ce que les infirmières ont une place dans cette... Bien entendu, tous les professionnels de santé, mais pas que. Le cheminement des directives anticipées, c'est quelque chose qui peut se faire familialement, etc. Enfin, c'est un cheminement, donc à mon avis, il bénéficiera d'une approche très interdisciplinaire, transdisciplinaire, ouverte, etc. Et puis, dernier point sur la question du respect de ces directives anticipées, puisque vous disiez, est-ce qu'elles sont respectées ou pas? Je crois qu'il y a eu un travail qui a été fait par le Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie récemment qui montrait tout de même, alors d'une part, que ces directives anticipées sont rares, mais quand elles sont écrites, elles sont assez respectées. Et quand elles ne le sont pas respectées, elles ne sont pas respectées dans ce qui est mentionné par la loi comme permettant le non-respect. C'est-à-dire que des directives anticipées peuvent être inadaptées à la question qui se pose. Et puis, on peut avoir, ça m'est arrivé récemment, des témoignages. Ça m'est arrivé à propos d'une personne qui avait une maladie de type Alzheimer, qui avait écrit des directives anticipées il y a plusieurs années et qui, avant d'être dans une phase où elle ne pouvait plus exprimer son avis, avait exprimé à plusieurs personnes, dont sa personne de confiance et ses proches, le fait qu'elle avait changé d'avis par rapport à ce qu'elle avait écrit. Donc, il fallait bien faire prévaloir ce changement d'avis plutôt que le respect d'une directive qui datait de plusieurs années. Voilà, enfin, tout ceci est compliqué, tout ceci est nuancé. Et vous voyez, je pense que ce qu'il faut retenir un peu de ce que nous disons, c'est que l'essentiel se trouve souvent dans les nuances et qu'il faut bien, de mon point de vue, je crois qu'Éric Chenu faisait mention tout à l'heure, que puisque l'essentiel est dans les nuances, il faut bien que la discussion, la délibération soit investie, reconnue comme un temps, à mon avis, essentiel pour pouvoir faire émerger ce qui aboutira éventuellement à prendre des décisions pour autrui, mais qui soient justes en termes de justesse et en termes de justice. Merci, Régis Aubry. Éric, le mot de la fin, s'il te plaît. Oui, juste, je reviens sur ce que disait M. Aubry sur la possibilité pour un médecin de passer la main quand il se retrouve en difficulté pour respecter le souhait d'un patient. Je pense que c'est essentiel et ça nécessite du coup la collégialité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, justement, évitons des situations d'impasse où, dans le colloque singulier entre un médecin et son patient, il peut y avoir une incompréhension, une impossibilité à faire. Et là, la collégialité, qui est recommandée, qui normalement est de mise, elle apporte les solutions. Et donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Moi, vraiment, j'insiste sur les derniers mots que vient de reprendre Régis Aubry, c'est il faut qu'on arrive dans notre pays à pouvoir aborder ces questions de façon sereine. Elles touchent à l'ultime, elles touchent à l'intime. Il n'y a pas de vérité. Ce qui importe, c'est la liberté de choix de chacun au regard de ses conceptions, de ses appétences personnelles, philosophiques, religieuses, éthiques. Peu importe, on n'a pas à les juger. Elles sont pleinement légitimes. Et notre devoir, c'est dans l'égalité des droits, de donner la possibilité à la personne de pouvoir être respectée
jusqu'au bout de sa vie, de pouvoir être accompagné le plus humainement possible et avec dignité. Et ça nécessite une organisation, ça nécessite, comme le disait le docteur Aubry, de faire en sorte que l'ensemble des personnels, des professionnels du système de santé soient formés à ces questions-là, c'est essentiel, mais ça nécessite plus largement que notre société ose regarder en face la mort. Eh bien, écoutez, pour conclure ce webinaire, je me permets de relever des réflexions dans le chat. Une nouvelle fois, un webinaire très intéressant et formateur. C'était un peu l'objectif d'être sur cet aspect d'acculturation. Et pour vous saluer, messieurs, 2 conférenciers de très haut niveau. Donc, vous avez contribué à faire que cette conférence, que cette conversation, pardon, soit effectivement très positive et très intéressante. Et je me permets de vous dire que ce sera avec plaisir qu'on vous réinvitera, si l'occasion s'en présente, pour discuter à nouveau avec nous sur un certain nombre de points. Et je rappelle simplement à ceux qui sont avec nous que le 12 janvier, il y aura effectivement un nouveau webinaire, le volet 4 et le dernier volet, avant quelque chose au plan régional que nous mettrons en place. Et ce volet 4 sera sur autonomie et démocratie. Régis Aubry, Éric Chenu, un grand merci et très sincère merci de votre participation. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis peut-être à bientôt. Au revoir.